C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Là, je suis avec monsieur Franck Chenjou. Bonjour. C'est mon cousin en réalité. Donc là, on se dirige vers la ferme de Pendamboko. Pendamboko, c'est pour une visite, pour voir à peu près comment ça se déroule au niveau de l'élevage de poulets. On a été confronté ici au Cameroun à plusieurs problèmes, notamment la grippe aviaire. Oui. Récemment, je crois que c'est encore oui, c'est encore actif. C'est encore actif pour le moment. Donc, beaucoup d'entre vous posaient la question de savoir si vous vous lancez dans l'élevage de poulets, quels sont les risques, quels sont les bénéfices, quel type de travail ça demande en termes de... Est-ce qu'il faut vraiment être un amateur? Est-ce qu'on peut être un amateur et commencer du jour au lendemain? Est-ce qu'il faut être un pro, avoir une formation? Enfin bref, aujourd'hui on va vous donner l'occasion de vraiment parcourir de A à Z ce métier. Monsieur Franck Chenjou va nous amener, va faire la visite guidée et surtout va nous faciliter au niveau des informations techniques. Une tomate qui te résiste à la maladie, tu ne sais pas qu'en fait l'utilisation qui était prévue pour ça, oui, c'est autre chose que la dégustation. Et nous, on va le mettre sur le marché. Or, tu ne verras pas une Européenne déguster, prendre une tomate que j'aime manger. Mais quand il va te dire qu'avec ça, je peux avoir un pigment rouge plus élevé qui va entrer dans la composition de la peinture. Toi, tu ne vois pas ça. Toi, tu vois que c'est de la nourriture. Mais lui, il élève, ça veut dire qu'il le fait pour un but bien précis. Bon, mais nous, il y en a. Même le maïs génétiquement modifié n'était pas à la base destiné à la consommation. C'est vrai qu'il y a plusieurs souches maintenant. Il y a des souches qui peuvent être consommées. Maintenant, ça a été génétiquement modifié pour pousser dans les déserts, par exemple. D'accord. Tu vois, donc ils résistent très bien à la chaleur, aux absences d'eau. Et tu verras que leur particularité, ce sont leurs racines. Elles ont un système racinaire vraiment plus profond que les arbres. Parce qu'elles vont chercher l'eau vraiment en profondeur. Tu vois, mais tu verras aussi que 80% de la farine issue du maïs génétiquement modifié ne va pas dans la composition explicite de l'aliment à destination humaine. Parce que si c'est maintenant l'aliment à destination animale, l'animal va consommer, on n'a pas le même patrimoine génétique que les poulets ou que les trucs. Donc, il y a certaines choses qu'elle absorbe, qui transforme, combiné à son patrimoine génétique, transforme quelque chose qui avait génétiquement modifié en quelque chose de comestible pour l'homme. Mais il faut déjà une première transformation. Ce qu'eux, ils ne font pas. Donc nous, on va voir que ok, ça donne du maïs, allez, prends, on mange. Non, ça a besoin d'être retransformé avant d'être consommé. C'est tout ça qu'il faut que le Camerounais intègre, en fait, que l'Africain de manière générale. Parce que prends un truc que j'aime et propose-le aux autres, tu vois, qui ne vont pas manger. Par contre, ils vont te donner plusieurs applications qui leur permettent de consommer. D'accord. C'est un peu ça. Mais tu dis qu'ils sont sur le marché, ça fait longtemps, ça veut dire que... Mais nous, on n'a pas ici de réglementation par rapport à ça au Cameroun. Le Cameroun a un code de loi spécifique pour l'introduction de ce genre de patrimoine. On a ce qu'on appelle la recherche au Cameroun. C'est la recherche qui autorise l'implantation d'une culture génétiquement modifiée. Après avoir testé toutes les variables sur la santé, après avoir testé les variables sur l'environnement et les effets sur l'homme, parce qu'il y a la santé animale, il y a la santé humaine, et puis maintenant il y a les effets sur le sol. C'est une procédure qui prend pratiquement 3 ans avant que le produit ne soit disponible pour le Camerounais. Et toutes ces variables incluent comment tu appelles ça, il y a souvent un taux de réussite. Parce que lorsque tu introduis quelque chose de génétiquement modifié, si ça transforme à 90% la nature du sol, il est clair qu'il est rejeté. Maintenant, si ça fait pousser par exemple, j'exagère, des poils sur les souris, des poils humains, c'est rejeté. Tu vois, il y a un certain barème parce que la communauté internationale a son barème d'établissement lorsqu'elle veut autoriser un produit génétiquement modifié. Donc, c'est ce barème-là que le Cameroun utilise pour autoriser ou pas des
semences génétiquement modifiées avant de l'appliquer. Sinon, il y a tout un code de loi. Nul n'est censé ignorer la loi, il faut juste se renseigner. Ok, d'accord. Si tu vas auprès du ministère de l'Agriculture, par exemple, et tu demandes les textes en rapport avec les produits phytosanitaires, avec les OGM, normalement, même peut-être sur le net, on peut en trouver. Il faut juste faire la recherche. Et ils respectent vraiment ces lois ici? C'est vraiment rigoureux ou... Bon, à l'entrée, oui. C'est-à-dire que lorsque l'État veut autoriser, au moins pour ce domaine, ils sont de rigueur. Bon, maintenant, dans la réalité, c'est le consommateur qui dérange. C'est le consommateur qui dérange. Pourquoi? Parce que l'État peut dire, ok, vu le cahier de charges technique pour cet organisme, je peux prendre le maïs génétiquement modifié, et l'application que vous préconisez, nous l'autorisons. Tu vois, si c'est pour produire une farine de formant qui va servir à l'élaboration de, je sais pas, on peut utiliser ça pourquoi généralement même du papier par exemple, ça peut entrer dans la composition du papier en complément pour le bois. Tu vois, on peut utiliser de la poudre de maïs génétiquement modifiée. Ben, pourquoi pas, on produit bien des feuilles de papier ici qui servent à créer des cahiers. Donc sur cette base là, ils autorisent. Mais tu vas voir que ton frère camerounais va prendre ça, il va aller mettre son champ parce que ça donne des gros épis, des gros grains. Ils vont l'utiliser à la consommation. Mais c'est pas bon. Par exemple, je te prends la canne à sucre. Il existe une canne à sucre normale et une canne à sucre génétiquement modifiée. Produit même actuellement. Mais par contre, la canne à sucre génétiquement modifiée, elle est plus dure que la canne à sucre normale. Premièrement. Pourquoi? Parce que elle est aussi beaucoup plus sucrée. Mais son sucre n'est exploitable que lorsque tu brûles la canne à sucre pour cristalliser ça. Oh, bon, c'est vrai que heureusement pour nous, ce n'est pas, on ne se lance pas dans la culture de la canne à sucre à grande échelle. Mais les sociétés sucrières l'utilisent pour accroître le taux de cadre, par exemple. Mais tu vois, eux par contre, ils respectent toute la procédure qu'il faut pour produire du sucre. Ce qui fait que ce sucre arrive sur le marché sans problème. Mais j'ose croire qu'on donne ça à quelqu'un lambda, quand il va voir une canne à sucre, tu vois, imagine, avec un tronc de 10-15 cm. Là, c'est dit qu'il est tombé sur une jackpot, alors que ce n'est pas vraiment le cas. C'est vrai, mais ce n'est pas destiné à la consommation directe. C'est ce qu'on doit comprendre. Les OGM, parfois, ont une utilisation détournée de ce qui est dit. Donc toi, tu es pour l'utilisation des OGM ou contre? Parce qu'au final, en France, en fait, on a la tendance de bio. Le bio, c'est vraiment, on va me dire, c'est notre sorte de business. Hein. Ils combattent tout ce qui est Monsanto, ou bien toutes ces grosses structures-là. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu dirais que c'est essentiel pour le développement de l'agriculture dans un pays, même si j'ai bien compris que c'est à des fins qui peuvent être complètement différentes, mais est-ce que à la longue, tu dirais que la population est prête à cela ou pas, et dans ce cas-là, complètement bannir le temps de les éduquer ou tu vois, je serais pour attendre le temps d'éduquer la population. Mais il est clair qu'avec l'évolution du climat, on sera obligé à l'avenir d'utiliser des souches de produits, d'aliments qui puissent résister. Aujourd'hui, avant on avait des saisons normales. Maintenant, tout le système saisonnier, on va dire mondial, est détraqué. Tu n'as plus les pluies autant qu'il faut. Maintenant, on a aussi une prolifération des champignons. On a une prolifération des résistances. On appelle généralement ça dans le domaine agricole, on a un développement des résistances. Et donc, qui dit développement des résistances voudrait dire que la banane que tu avais l'occasion d'avoir tous les 2 semaines, aujourd'hui tu l'as toute noire. Alors que si on éduque convenablement la population, on pourra optimiser l'utilisation des OGM. C'est vrai que quand on dit OGM, on voit la génétique, on voit la manipulation des génomes et tout. Mais nous tous, nous sommes des organismes génétiquement modifiés. Nous ne serons jamais
identique à nos parents. On est toujours une version améliorée du fait que notre parent a pris une femme ou une autre. C'est ça qui fait les métis, c'est ça qui fait les noirs et tout. Il n'y a pas de race pure. Mais on s'adapte. Donc si on arrive à nous adapter à l'évolution, on pourra à la longue apprécier mieux les OGM. C'est vrai que je serais partisan du bio, mais je dirais que les OGM ont un avenir qu'il ne faut pas négliger. Un avenir capitaliste. Oui. Capitaliste, vrai. Humain aussi. Parce que si on peut cultiver dans le désert, oui, ce sont des régions inexploitées. Des régions où on ne pense pas vivre. Alors imaginez pouvoir avoir un champ de tomates en plein désert. Mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas aller s'installer là-bas? On s'agglutine dans des grandes villes alors qu'on a la possibilité d'avoir des espaces, mais aujourd'hui on sait qu'ils ne peuvent pas être utilisés. Donc à l'avenir, ça pourra nous permettre d'utiliser des espaces non négligeables. Au Japon, on cultive les tomates dans les nuages. Hein. On cultive les tomates dans les nuages. Tu es sérieux? Si. Au Japon, ils le font. C'est-à-dire? Ils ont des hauts gratte-ciel qui leur permettent d'avoir accès aux nuages. Et donc, ils mettent un produit dans le nuage qui permet à ce que le nuage reste condensé. Et là, ils plantent des tomates dans le nuage. Je t'assure, ça c'est un phénomène unique au Japon. Bon, c'est aussi vrai parce que la structure de l'archipel permet cela. Je ne pense pas qu'au Cameroun on peut faire ça, mais eux, ils ont cette possibilité-là. C'est-à-dire que d'abord le niveau, la hauteur des nuages ne sont pas comme ici, de 1, et de 2, le climat ne leur permet de cultiver dans les nuages. Ils sont même en projet de faire un champ de maïs en nuage. Bon, ça c'est les technologies futuristes qu'on ne pourra pas exploiter, mais c'est parce qu'eux aussi n'ont pas de terre. Donc ils rentabilisent tout. Dès qu'ils peuvent rentabiliser, mais c'est possible parce que quand j'étais au Sénégal, pour créer la pluie, l'État bombardait les nuages. Donc je pour sais créer la pluie? Oui, pour créer la pluie. Ah, ils bombardent les nuages. On bombarde les nuages. On cible les gros nuages. Tu sais, le truc c'est que les nuages se forment au niveau de la mer, mais comme ils sont à la pointe de l'Afrique, un vent les amène. Donc les nuages ne tombent pas, mais vont se diriger vers l'équateur avec les mouvements des vents et tout. Et donc pour eux, pour caler les nuages, ils bombardent. Si on crée une micro-explosion à côté d'un nuage, qu'est-ce qui se passe? C'est de l'eau, l'eau réagit, ça tombe sous forme de pluie. D'accord. Ça ne revient pas trop cher, ce genre de pratique-là? Bah non. À la longue, je ne pense pas que ça marche. Et puis tu sais, ils ont un problème de précipitation d'eau énorme, puisqu'ils sont à la porte du désert. Donc s'ils ne créent pas un système d'approvisionnement en eau à la longue, ben, le désert va les rattraper. C'est un endroit où ils vivent. Ah, c'est comme ça, c'est connu de tous quoi. Bon, maintenant, reste à savoir, l'eau qui tombe et issue de l'explosion est chargée forcément d'éléments chimiques. Tu vois, cette eau va s'infiltrer dans le sol. Or, quels dégâts ça peut provoquer dans le sol? Parce que les bombes, c'est de la poudre, c'est de la poudre à canon, c'est fait pour exploser, pour détruire. Alors imagine un nuage rempli de cette explosion-là, justement, tomber. Bon, malheureusement, on n'y peut rien. Ça arrive. On a réautorisé l'importation des poulets surgelés. Chose qu'ils avaient pourtant interdit. C'est juste du business. Moi je trouve que c'est juste du business. C'est pas comme si... Ok, il y en a, mais... C'est pas comme si... Là, pourquoi est-ce qu'on s'en sort? Parce que c'est un truc contrôlé. Est-ce que tu vois? Donc ça veut dire qu'on peut contrôler une épidémie de grippe aviaire. On peut tout contrôler, mais peut-être un peu de laxisme des uns et des autres, mais plus moi j'irais plus dans le sens du business.
Pourquoi est-ce que nous, de notre côté, ici, on n'a pas de grippe aviaire? Pourtant, on est dans le littoral. Le foyer, c'est vrai que l'une des zones les plus touchées, c'est l'ouest. Mais l'ouest produit 3 fois plus que le littoral. L'ouest produit énormément de poulet. Oh, c'est l'ouest qui est le plus touché. D'accord. Actuellement, il y a toujours, mais on contrôle. C'est juste une question de contrôle. Moi, je connais un monsieur à l'ouest. Lui, il fait dans les œufs. C'est un très grand producteur d'œufs dans la région de l'ouest. Il a des fermes à une seule. Il a des fermes sur environ 5 hectares. Il peut avoir 10 fermes. On parle beaucoup du non sérieux des Camerounais et de la corruption, tout ça, ils volent l'argent et tout ça. Mais en réalité, c'est parce que quelque part, nous ne mettons pas toujours les moyens nous-mêmes pour amener le travail à travailler aussi aisément, qui n'est pas à penser à te voler, parce qu'il n'est pas dans cette configuration non plus quand il prend son job. C'est ça. Et quand à chaque fois, tu essaies de l'escroquer lui-même parce que tu dis que non, finalement, je te paye pas, j'ai eu ceci, alors que lui, il voit bien comment l'argent entre. Donc forcément, à un moment donné, le gars, il va dire, ne me prends pas pour un imbécile. Voilà. Non, normalement, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut aussi comprendre une chose. Cet argent, ce n'est pas son argent. Ce n'est peut-être pas forcément ton argent parce que rien ne te dit que tu as dû faire des prêts à la banque pour pouvoir t'en sortir, n'est-ce pas? Mais si dès le départ, tu lui montres que tu veux aller loin avec lui, que dès le départ, ce que vous voulez faire, ce n'est pas un gagnant sur le court terme, mais le long terme. Et que tu le mets à l'aise, et toi-même tu es à l'aise, tu ne cherches pas à faire 3... Tu sais, on est avare, on ne peut pas faire 300% de bénéfices. Même si tu arrives à faire même 200% de bénéfices, il faut tenir compte que les 200% que tu as fait, ce n'est pas parce que tu as mis ton argent, mais parce que quelqu'un a utilisé son temps, son énergie, bravé même ses maladies, pour pouvoir te faire ce chiffre-là. La moindre des choses que tu peux faire, que nous on ne considère pas, c'est le récompense. Vraiment, grâce à toi, aujourd'hui, je suis quitté de 4 millions à 5 millions. Si tu enlèves 50 000 ou 100 000, tu lui donnes. Ça n'effrite pas ce que tu as eu à dépenser. Et à la longue, tu gagnes. Parce que quand il va voir que tu lui as donné 100 000, ce n'est pas une obligation, c'est une récompense, c'est un bonus. Quand tu vas dire, ok, je veux me faire... L'année suivante, il va se battre pour que tu puisses faire, au lieu de 6 millions, 10 millions. Tu lui as donné les moyens. C'est comme tu dis, on lui paye son salaire régulièrement. Tu lui fais des primes de service. Normalement, quel employé va fuir la société? Va penser même un temps soit peu qui peut te voler? Aucun. Parce qu'il sait qu'il travaille pour lui. Il travaille pour lui. Mais si ce n'est pas le cas, bah écoute, il va dire que de toute façon, qu'il soit avec toi, qu'il ne soit pas avec toi, il ne fait rien. Non, le secret, c'est vraiment l'équipe. Oui. Mettre en place une équipe soudée, une équipe que tu considères, parce qu'il faut bien faire la différence, il faut qu'ils comprennent que tu es leur ami, mais tu es leur patron. Tu es leur ami, tu comprends ce dont ils ont besoin, mais tu attends des résultats. Si tu fais de ça une famille, je t'assure, tu vas aller loin. Tu vas aller très loin. Ils vont te respecter en tant que patron, ils vont aussi te respecter en tant qu'équipier. S'ils voient comment tu descends à la ferme, comment toi-même tu vaccines les poussins, comment toi-même tu t'intéresses à la nourriture, tu es là, tu portes des sacs de nourriture, tu les rapportes. Ça montre que la personne qui est devant lui, qui dit faites telle ou telle chose, sait ce qu'elle veut. Et eux, ils te suivent. Mais si tu restes là, faites. On fait un cookie, quelqu'un qui nous donne même que 100 000 par mois. Est-ce qu'il sait même ce qu'on travaille ici? Est-ce qu'il voit comment c'est lui de porter le poids? À la longue, ça devient plus une relation qui ne t'apporte pratiquement pas chose. Le jour où tu vas faire une moindre erreur, où tu vas oublier de les payer à temps, il va te détruire tes poulets. Or,
tes poulets, ce sont ses poulets. Seulement à la fin, tu dis que quand même, tu un cap, mais d'abord dans ma main avant que je te prenne. Tu ne te sers pas. Tu vois, il faut quand même imposer ce respect-là. Mais tu vas voir qu'il va travailler pour qu'aucun poulet ne meure. Parce qu'il sait que c'est sur cette base qu'il est payé. Et toi, tu le lui dis clairement, si tu veux que je te paye, Bosson, je veux bien te payer, mais on n'a pas vendu. Donc ça reste là. Donc je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et puis quand tu as une équipe, franchement, tu peux déléguer. Tu peux déléguer sans crainte. Parce qu'ils prennent cette chose comme leur chose. S'ils te donnent le respect, ils feront tout pour que ça marche. Et toi-même, tu peux te concentrer sur une autre activité. Parce que ce que moi je fais, c'est que j'ai deux activités en plus de la ferme. Je travaille dans le secteur privé où il m'arrive de me déplacer pratiquement chaque semaine. Même si ça ne m'empêche pas d'aller jeter un coup d'œil à la ferme, je suis libre de le faire et je m'en sors pas mal. Pas mal. Donc je pense que vous avez bien compris. Voilà M. Franck Chenjou qui nous a donné les rouages du métier. En gros, investissez, ne soyez pas avares, mais en même temps soyez rigoureux et ayez un système de surveillance assez pointu. Être très rigoureux dans son organisation. Notez la moindre chose parce que même votre temps c'est de l'argent. Pour que vous puissiez vraiment savoir à un moment donné si ça peut vous rapporter ou pas, avec des objectifs d'autofinancement, surtout quand on est dans des projets de ferme ou d'élevage. Ne pas toujours penser que c'est nous qui allons sortir de l'argent, mais travailler pour que la ferme puisse elle-même subvenir à ses propres besoins, tant en matière d'aliments, de poussins, qu'en matière de personnel. Ça, c'est important. J'avais une dernière question pour toi parce que, d'accord, toi tu as grandi dedans, tu as eu le cadre, tout le monde pourra te trouver toutes les raisons possibles et imaginables pour dire que bon, ok, c'était ton truc, tu étais prédestiné à avoir ce genre d'activité, mais la réalité, est-ce qu'un jeune aujourd'hui qui est en ville, qui a grandi en ville, qui n'a rien à voir avec ce secteur, est-ce que tu lui conseillerais vraiment de se lancer dans le poulet, dire que au lieu de travailler derrière un bureau, même s'il gagne son 100 000, son 200 000, est-ce que tu dis sois un entrepreneur et lance-toi dans le poulet, deviens un éleveur, c'est plus rentable, c'est plus noble. Parce qu'on a aussi cet aspect de noblesse au Cameroun, notre culture, on aime bien les trucs qui nous mettent un peu en haut comme nous. Alors est-ce que tu conseillerais de retourner au village, entre guillemets, se lancer et quitter la ville pour... À vrai dire, oui. Pourquoi je le dis? Lequel est le plus grand métier au monde? C'est la ferme. Que ce soit l'agriculture, parce que tout président, tout homme d'affaires, toute personne aussi riche qu'elle soit, fait une seule chose. Elle mange. Elle mangera toujours. Elle achètera toujours à manger. Même si elle a sa propre ferme à elle, il n'empêche qu'elle est obligée de dépenser quand même pour pouvoir avoir de quoi manger. C'est le plus grand métier au monde. Moi, je suis pour rentrer. Et puis, c'est plus un métier noble. Pourquoi? Parce que, tu es maître de ton temps, tu es maître de ton énergie et tu sais ce que tu veux. Et si un jour, tu es fâché parce que ça ne produit pas, tu tues tous les poulets, tu mets dans ton congélateur, tu manges. Les poulets te font... Est-ce qu'on a... Peu importe ce qu'on a, moi, je trouve que à la fin, tu es gagnant sur tous les plans. Vraiment, quelqu'un qui a la possibilité de dire je veux faire de ça, il faut juste y croire. Il faut se donner les moyens et il faut persévérer. On va faire des erreurs. Pour arriver à ce stade, on a commis pas mal d'erreurs. On a vu des erreurs pour 10 000 francs, on a perdu 1600 sujets. Pour 10 000 francs CFA. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a dit ah, ça nous a fait mal, ça aurait pu nous empêcher de continuer, mais au contraire, on s'est dit qu'on va se lancer et on s'est relevé. Et aujourd'hui, à chaque étape, on modernise notre ferme un peu plus. On veut qu'elle soit vraiment ce qu'il faut
et on va se donner les moyens pour ça. C'est peut-être un peu, ça demande un peu plus de volonté en fait. Le faire et puis à la fin, tu n'as rien. Honnêtement, quelqu'un qui fait la ferme n'a rien à envier. C'est pas parce que c'est salissant, mais dans tout il faut se salir. Dans tout il faut se salir. Voilà, il faut remonter les manches et avancer. Et à la fin, qu'est-ce qui est le plus important? Entre toucher la fiente de poulet et avoir 10 millions qui font cling dans ton compte. Tu dis ça à n'importe qui aujourd'hui va dire que je retrouve. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va gagner sur le long terme. C'est ce qu'il faut voir. C'est ce qu'il faut voir. Moi, franchement, si c'était possible, j'encouragerais les gens à continuer de l'avant dans ce domaine-là. C'est vraiment l'avenir. Tout le monde est concentré sur les bureaux. On se concentre sur les bureaux, on se concentre. Tout le monde à Yaoundé porte la veste. Mais pour porter la veste, il faut quelqu'un qui donne à manger au couturier, qui va te coudre cette veste. Et on est obligé de revenir ici. Pourquoi quand la tomate coûte cher, on pleure? La veste coûte pourtant aussi cher. Mais parce qu'on sait que s'il n'y a pas de tomate, il n'y aura pas de nourriture et les couturiers ne vont pas manger, ils ne vont rien faire. Donc franchement, c'est vraiment de la vie. Usitoe mimba yangu